Signe ce divorce, Élise, et quitte cette maison avant que la femme que j'aime n'y entre officiellement. Élise Delcourt avait appris à souffrir sans faire de bruit. Mais ce soir-là, son silence allait coûter plus cher que toutes les larmes qu'on attendait d'elle. Son mari, Gabriel Delcourt, PDG d'un empire familial respecté, voulait effacer 3 ans de mariage d'une simple signature, sous les yeux froids de sa mère et le sourire victorieux de sa maîtresse. Toute la famille croyait qu'Élise partirait sans rien. Comme une erreur qu'on range dans un tiroir fermé, moua, mais dans cette maison où chacun parlait de nom, d'argent et d'honneur. Un testament oublié attendait depuis des années le moment exact où la vérité devait frapper. Et quand Élise posa enfin le stylo sur le papier, ce ne fut pas seulement son mariage qui prit fin, la phrase de Gabriel resta suspendue dans le grand salon comme une lame très fine, assez brillante pour ne pas avoir l'air vulgaire, assez froide pour couper sans laisser de sang visible. Élise, debout près de la table basse en marbre, ne répondit pas tout de suite. Devant elle, le dossier de divorce avait été préparé avec une précision presque insultante, chaque page alignée, chaque onglet marqué, chaque espace de signature entouré d'un petit trait bleu par l'avocat de la famille. Diane Delcourt était assise dans le fauteuil de velours gris, droite comme si elle présidait une réunion de conseil plutôt qu'une fin de mariage. À côté de la cheminée, Aurore Valmont observait la scène avec cette douceur étudiée des femmes qui savent que leur cruauté paraît plus élégante lorsqu'elles parlent peu. Gabriel, Loï, éviter les yeux d'Élise, c'était peu être cela qui lui faisait le plus mal. Pas les mots, pas la présence d'Aurore, pas même la main de Diane posée sur le dossier comme si elle tenait déjà la poignée de la porte par laquelle Élise devait sortir. Non. Ce qui lui brisait quelque chose au fond de la poitrine. C'était ce refus obstiné de la regarder jusqu'au bout. Élise posa les doigts sur le stylo sans le prendre. Elle remarqua, avec une lucidité presque cruelle, tous les détails que son esprit choisissait de garder pour ne pas s'effondrer. Le parfum lourd des lits blancs dans le vase près de la fenêtre. La lumière dorée du lustre sur les cadres anciens. La pluie fine qui glissait sur les vitres donnant sur le jardin de Saint-Claude, et surtout, le portrait d'Henri Delcourt au-dessus de la cheminée. L'ancien patriarche disparu depuis 8 mois, dont le regard peint semblait moins mort que celui de son petit-fils. Diane suivit le mouvement de ses yeux et ses lèvres se pincèrent. Ne rend pas cette scène plus longue qu'elle ne doit l'être. Élise, dit-elle avec cette politesse qui avait toujours servi de gant à son mépris, tu as déjà pris assez de place dans cette maison. Aurore baissa les yeux pour cacher un sourire. Mais pas assez vite. Gabriel serra la mâchoire. Maman, murmura-t-il, comme un avertissement faible, presque inutile. Élise comprit alors qu'il n'allait pas la défendre. Pas ce soir. Peut être jamais, elle aurait pu rire. Si la fatigue n'avait pas rendu son cœur trop lourd, 3 ans plus tôt, dans cette même pièce. Gabriel lui avait passé une alliance au doigt devant une trentaine d'invités triés avec soin. Et Diane avait embrassé l'air près de sa joue en lui souhaitant du courage. À l'époque, Élise avait cru que cette phrase était maladroite. Elle comprenait maintenant qu'elle était exacte. Il lui avait fallu du courage pour apprendre les silences de la maison Delcourt. Pour dîner à une table où chaque couvert semblait lui demander ce qu'elle faisait là. Pour aimer un homme qui redevenait fils dès que sa mère entrait dans une pièce. Gabriel n'avait pas toujours été cruel. C'était même ce qui rendait tout plus difficile. Il avait eu des gestes tendres, rares mais vrais. Une façon de poser son manteau sur ses épaules sans commentaire. Et de lui préparer du café lorsqu'elle travaillait tard. De l'écouter parler de son père avec une attention qui ressemblait presque à du respect. Puis les soupçons étaient arrivés. Les absences, les phrases interrompues, les dossiers qu'il fermait quand elle entrait, et finalement Aurore. Avec ses robes claires, ses appels tardifs et son assurance de femme déjà attendue, tu ne demandes rien,
dit Gabriel d'une voix basse, en regardant enfin le dossier plutôt qu'elle. L'avocat m'a dit que tu refusais la compensation prévue. Diane eut un mouvement d'impatience, une posture dramatique. Elle reviendra la demander quand elle aura compris ce que coûte la dignité sans argent. Élise prit le stylo, mais ne signa pas encore. Elle tourna légèrement la tête vers Diane. La dignité coûte moins cher que votre silence. Madame, la vieille femme se raidit. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Aurore cessa de sourire. Gabriel releva les yeux, et dans son regard passa quelque chose de rapide, presque de la surprise. Élise n'en profita pas. Elle ne voulait pas gagner une réplique. Elle voulait sortir entière. Je ne veux ni votre argent, ni vos meubles, ni votre nom s'il doit être prononcé comme une faveur. Poursuivit-elle calmement. Je veux seulement que ce soit terminé. Gabriel eut un rire sans joie. C'est donc si facile pour toi, cette fois. Elle le regarda vraiment. Non, Gabriel, c'est seulement devenu nécessaire. Aurore s'approcha de quelques pas, comme si l'espace entre les époux lui appartenait déjà. Elle portait une robe couleur champagne, trop brillante pour un simple soir de famille, trop discrète pour avouer qu'elle avait été choisie pour cette scène. Je sais que ce moment doit être difficile, dit-elle, avec une douceur si fausse qu'elle blessait presque par son effort. Mais parfois, il faut accepter qu'un homme ait besoin d'une femme qui corresponde mieux à sa vie. Élise sentit quelque chose se fermer en elle. Pas violemment, très doucement, comme une porte qu'on pousse sans bruit. À sa vie, ou à sa mère, demanda-t-elle. Aurore pâlit, puis regarda Gabriel, attendant qu'il intervienne. Il ne dit rien. Diane, hélas misant, s'élève et enfin. Son tailleur sombre dessinait une autorité que toute la maison semblait reconnaître. Assez. Tout va sina. Au monter chercher tes affaires personnelles et quitter les lieux avant 20 heures. Aurore dîne ici ce soir. Je refuse que cette maison garde l'odeur d'un échec plus longtemps que nécessaire. Le mot odeur fit bouger les doigts de Gabriel, mais pas ses lèvres. Élise sourit à peine. Une fois encore, il laissait quelqu'un d'autre salir ce qu'il n'osait pas tuer lui-même. Elle signa la première page. Le frottement du stylo sur le papier parut immense dans le salon. Elle signa la deuxième, puis la troisième. À chaque signature, Gabriel avait l'impression absurde qu'on retirait un meuble d'une pièce qu'il connaissait par cœur. Il s'était préparé à des reproches, à des larmes. Un peu, être à une dernière tentative pour sauver ce qui ne l'était plus. Il avait même préparé des réponses. Froides, raisonnables, dignes d'un homme qui savait trancher. Mais Élise ne lui offrait aucun combat. Elle lui retirait jusqu'au confort de se croire nécessaire. Quand elle arriva à la dernière page, il aperçut sa main gauche. Elle ne portait plus son alliance. À sa place, sur son annulaire, brillait une bague ancienne en or pâle, plus discrète, presque usée. Il la reconnut sans savoir pourquoi. Ou plutôt, il reconnut l'impression qu'elle lui faisait, comme un souvenir vu dans un dossier jamais ouvert jusqu'au bout. « Depuis quand tu portes cette bague ?» demanda-t-il malgré lui. Diane tourna brusquement la tête vers la main d'Élise. Son visage se vida d'une nuance. Élise suivit son regard et referma doucement ses doigts. « Depuis que j'ai cessé de porter la vôtre, ce fut la première fissure dans la maîtrise de Diane, minuscule, mais réelle. Elle reprit vite contenance. Mais Gabriel l'avait vue. Il connaissait sa mère. Il savait distinguer son agacement ordinaire de cette tension plus sèche, plus profonde, qui apparaissait lorsqu'un sujet menaçait un équilibre qu'elle avait construit depuis longtemps. Cette bague n'a aucune importance, dit Diane trop vite. Élise ne répondit pas. Elle signa la dernière page, posa le stylo sur le dossier et le poussa vers Gabriel. Voilà. Vous avez ce que vous vouliez ?
Aurore expira lentement, comme si elle venait de gagner une place au sommet d'un escalier très long. Elle se permit même de poser une main sur le bras de Gabriel. « C'est mieux ainsi », murmura-t-elle. Mais Gabriel ne bougea pas. Il regardait la signature d'Élise. N'était, calme, presque élégante. Il avait imaginé qu'une fois ce papier signé, le poids dans sa poitrine disparaîtrait. Au contraire, il devenait plus lourd. Diane, et elle, reprit le contrôle de la scène. « Parfait. Ton chauffeur t'attendra devant l'entrée de service. Nous éviterons ainsi les questions du personnel. » Élise releva lentement la tête. L'entrée de service Diane soutint son regard avec une froideur parfaite. « Tu es entré dans cette famille par une erreur sentimentale de mon fils. Tu peux en sortir avec discrétion ?» Gabriel ferma les yeux une seconde, comme si la phrase l'avait atteint trop tard. « Maman, ça suffit. » Mais cette fois, son avertissement ne protégeait personne. Il arrivait après l'humiliation. Comme un parapluie ouvert quand la pluie avait déjà traversé les vêtements, Élise prit son sac posé près du canapé. Elle n'avait pas beaucoup d'affaires à emporter. Depuis des mois, elle retirait de cette maison de petites parts d'elle-même sans que personne ne le remarque. Quelques livres, des lettres de son père, une photographie, des vêtements qui ne portaient pas l'odeur de ce dressing immense où Aurore avait déjà laissé. Volontairement, un foulard. « Je sortirai par la porte principale », dit-elle simplement. Diane eut un ricanement bref. « Tu n'es plus Madame Delcourt. » Élise la regarda avec une douceur étrange. « Pas encore. Juridiquement, vous auriez dû lire vos propres documents avec plus d'attention. » Un silence tomba. Pas un grand silence théâtral, mais un silence pratique, immédiat. Celui des gens puissants lorsqu'ils comprennent qu'une phrase a touché quelque chose qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Gabriel prit le dossier, le feuilleta rapidement, comme si une clause pouvait soudain lui sauter au visage. Diane tendit la main. « Donne-moi ça. » Il ne le fit pas. Ce refus, minuscule, il sembla surprendre tout le monde, y compris lui-même. Aurore recula d'un pas, contrarié de voir l'attention glisser loin d'elle. « Gabriel, il ne laisse pas cette femme te manipuler une dernière fois. » Souffla-t-elle. Élise eut envie de lui dire que manipuler exigeait encore le désir de rester, et qu'elle n'avait plus ce désir-là. Mais la sonnerie de l'entrée l'interrompit. Un domestique apparut au seuil, visiblement mal à l'aise. « Madame Delcourt, Maître Lucien Armand est ici. » Il dit qu'il avait rendez-vous. Diane devint parfaitement immobile. Gabriel fronça les sourcils. « Maître Armand. » Le notaire de mon grand-père, le domestique, hocha la tête. « Il insiste pour être reçu immédiatement. » Aurore regarda Diane, cherchant une explication sur son visage, mais n'y trouva qu'une dureté fermée. Élise, elle, sentit son cœur battre plus fort pour la première fois de la soirée. Maître Armand avait appelé 2 fois dans l'après-midi. Elle n'avait pas répondu. Elle avait cru que c'était au sujet de quelques papiers anciens de son père. Encore une formalité liée à une dette morte, à un passé que personne ne voulait regarder. Mais le nom du notaire dans cette maison, à cette minute précise, avait le goût d'un avertissement. Diane fit un pas vers la porte. « Dites-lui que ce n'est pas le moment. » Une voix masculine, grave et posée, répondit depuis le couloir avant que le domestique puisse bouger. Au contraire, « Madame, c'est exactement le moment prévu. » Maître Lucien Armand entra sans attendre davantage. Son manteau encore humide de pluie, une serviette de cuir sombre à la main. Il salua Gabriel, inclina légèrement la tête vers Élise, puis posa sur Diane un regard qui ne contenait ni peur ni déférence. « Monsieur Henri Delcourt m'a laissé des instructions très claires. » Gabriel se leva complètement. « Quelles instructions ?» Le notaire ouvrit sa serviette avec lenteur.
Diane tendit la main comme pour l'arrêter. Mais aucun mot ne sortit d'abord de sa bouche. Ce fut Élise qui remarqua le détail le plus étrange, la serviette contenait une enveloppe crème, scellée d'un cachet rouge portant les initiales H de Oui et Trana Les. Et sur cette enveloppe, écrit d'une main ancienne mais ferme, se trouvait son nom complet, Élise Moreau Delcourt, pas Gabriel, pas Diane, pas la famille, elle, Aurore pâlit à son tour. Je ne comprends pas, dit-elle, oubliant soudain son ton velouté. Maître Armand ne la regarda même pas. Ce document devait être lu si 3 conditions étaient réunies, le décès de M. Henri Delcourt. Une procédure de divorce engagée contre Madame Élise Delcourt. Et la preuve que cette procédure avait été imposée sous pression familiale ou conjugale, il posa l'enveloppe sur la table, exactement à l'endroit où Élise venait de signer. Je constatais, au vu des documents présents et des témoins dans cette pièce, que ces conditions sont désormais réunies. Diane retrouva enfin sa voix. Mais elle était plus basse, plus dangereuse. Vous dépassez votre rôle. Maître. Le notaire lui adressa un regard calme. Non, madame. Je commence seulement à le remplir. Gabriel passa une main sur son visage. Soudain blême. De quoi parle ce testament? Mon grand-père a déjà réglé sa succession. Maître Armand posa 2 doigts sur l'enveloppe scellée. Il a réglé ce que votre mère voulait bien laisser apparaître. Pas ce qu'il voulait protéger. Ces mots changèrent l'air de la pièce. Élise sentit la fatigue refluer, remplacée par une peur plus ancienne, liée au nom de son père, à des conversations interrompues, à des lettres qu'elle n'avait jamais osé relire jusqu'au bout. Diane fit un pas vers Gabriel. Ce document est caduc. Ton grand-père n'était plus lucide à la fin. Maître Armand tourna enfin la tête vers elle. C'est précisément l'argument que M. Henri m'avait demandé d'anticiper. Les certificats médicaux sont joints, les enregistrements aussi. Aurore retira sa main du bras de Gabriel, comme si elle venait de sentir le sol bouger sous ses talons. Élise aurait dû parler. Demande. Refuser peut être que son nom soit jeté au milieu d'une guerre de famille au moment exact où elle essayait d'en sortir. Mais aucun son ne lui vint. Gabriel la regarda alors, vraiment, sans colère préparée, sans masque de PDG, et ce qu'il vit sembla le désarmer plus que le testament lui-même. Elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle avait l'air d'une femme qui comprenait que la douleur qu'elle croyait personnelle appartenait à une histoire beaucoup plus vaste. Maître Armand prit un coupe-papier dans sa serviette, mais avant de briser le cachet, il prononça la phrase qui fit vaciller le visage de Diane Delcourt. Avant toute lecture, je dois rappeler que M. Henri Delcourt considérait Marc Moreau, le père de Madame Élise, comme l'homme à qui cette famille devait sa survie. Gabriel se tourna lentement vers sa mère. Marc Moreau Diane ne répondit pas. Et, dans ce silence-là, pour la première fois depuis des années, Élise entendit non pas sa propre défaite, mais le bruit fragile d'un mensonge qui commençait à se fonder, la faille. Maître Armand n'eut pas le temps de briser le cachet. Diane Delcourt, qui avait passé sa vie à ne jamais hausser la voix parce que les gens puissants n'en avaient pas besoin, fit claquer son ordre avec une sécheresse qui traversa le salon. Personne ne lira quoi que ce soit ici. Le notaire leva à peine les yeux, mais Gabriel, Loé, observa sa mère comme s'il la voyait sous une lumière mal réglée. Elle n'avait pas simplement l'air contrariée. Elle avait peur, une peur maîtrisée, ancienne, recouverte de bijoux, de tailleurs coûteux et de phrases bien placées. Mais une peur tout de même. Élise demeura près de la table, son sac contre elle, incapable de décider si elle voulait rester pour entendre la suite ou fuir avant qu'un passé plus lourd que son mariage ne s'ouvre devant tout le monde. Aurore tenta de reprendre son rôle, murmurant que cette scène devenait indécente, que Gabriel avait besoin de calme.
Mais personne ne l'écoutait plus. Maître Armand posa la main sur l'enveloppe comme on protège une preuve. « Madame Delcourt, vous pouvez contester ce document devant un tribunal. Vous ne pouvez pas empêcher son existence. » Diane répondit aussitôt que le salon familial n'était pas une étude notariale, que la présence d'Aurore rendait la lecture impossible et que toute irrégularité serait exploitée par ses avocats. Pour la première fois, Élise vit Gabriel hésiter entre l'obéissance et le doute. Le notaire accepta finalement de suspendre la lecture complète. Non par faiblesse, mais avec cette prudence des hommes qui savent qu'une vérité mal ouverte peut être enterrée par ceux qui ont les moyens de payer de bons fossoyeurs. Il annonça que la convocation officielle aurait lieu le lendemain matin à son étude, en présence des parties concernées. Puis il ajouta, sans quitter Diane des yeux, que certaines clauses étaient déjà activées par la signature du divorce. Cette phrase fit plus de dégâts qu'une accusation. Gabriel demanda lesquelles. Diane répondit avant le notaire des formulations anciennes. Sans effet réel, Maître Armand sortit alors une copie non scellée, limitée aux conditions d'ouverture, et lut d'une voix égale si Madame Élise Moreau-Delcourt est contrainte, humiliée ou écartée du domicile familial dans le cadre d'une rupture provoquée par la branche Delcourt. Les dispositions de protection établies au bénéfice de la famille Moreau devront être examinées sans délai. Aurore eut un petit rire nerveux. « C'est absurde. On parle d'une épouse, pas d'une entreprise. » Maître Armand tourna vers elle un regard enfin précis. « Dans cette famille, Mademoiselle Valmont, les mariages ont toujours été traités comme des entreprises. Monsieur Henri s'est contenté d'en tirer les conséquences. » Élise sentit la phrase entrer dans la pièce et y rester. Lourde, impossible à repousser. Quand le notaire quitta la maison, il emporta l'enveloppe scellée, mais il laissa derrière lui un désordre que personne ne savait ranger. Diane ordonna au personnel de débarrasser le thé qui n'avait pas été bu. Comme si remettre les tasses à leur place pouvait réparer la soirée. Aurore voulut parler à Gabriel, mais il retira doucement son bras avant même qu'elle le touche. Ce geste n'était pas tendre pour Élise, il n'était pas cruel pour Aurore, il était simplement instinctif. Et c'est peu être pour cela qu'il blessa les deux femmes différemment. « Tu devrais rentrer, » dit-il à Aurore. Elle pâlit. « Je croyais dîner ici. » Diane intervint. « Glacial, pas ce soir. » Aurore comprit alors qu'elle n'était pas encore une Delcourt. Seulement une invitée qu'on pouvait renvoyer quand les vrais secrets de famille apparaissaient. Élise. Elle avait déjà repris son manteau. Gabriel s'approcha d'elle. Les papiers du divorce à la main. « Tu savais, demanda-t-il. » Elle eut un sourire fatigué. « Je savais que ton grand-père avait connu mon père. Je savais aussi que ta mère détestait ce souvenir. Pour le reste, non. » Il voulut ajouter quelque chose, mais Diane parla depuis l'autre bout du salon Gabriel. « Laisse-la partir. C'est exactement ce qu'elle veut te rendre confus. » Élise se tourna vers lui une dernière fois. « Non. Ce que je voulais, c'était être crue avant qu'un mort soit obligé de parler à ma place. » Elle sortit par la porte principale. Personne ne l'arrêta. Le chauffeur proposé par Diane attendait devant l'entrée de service, comme prévu. Mais Élise descendit les marches sous la pluie fine et marcha jusqu'à la grille sans se retourner. Saint-Cloud était silencieux, trop propre, trop noir derrière les haies bien taillées. Chaque pas éloignait son corps de la maison Delcourt. Mais son esprit y restait accroché par cette phrase Marc Moreau, l'homme à qui cette famille devait sa survie. Son père n'avait jamais parlé ainsi de lui-même. Il avait été un homme discret, comptable indépendant, toujours capable de réparer les erreurs des autres sans jamais réclamer qu'on admire ses mains. Avant sa mort, il avait seulement dit à Élise de ne pas haïr les Delcourt. Puis il avait fermé les yeux avec une tristesse qu'elle avait longtemps prise pour de la fatigue. Dans le taxi qu'elle appela elle-même,
Elle serra la bague ancienne autour de son doigt. C'était la seule chose que son père lui avait laissée avec une boîte de lettres et un conseil: ne donne jamais ta voix à ceux qui préfèrent ton silence. Elle avait pourtant donné 3 ans de silence à Gabriel. Ce soir-là, elle ne savait plus si elle l'avait fait par amour, par peur ou par cette habitude terrible qu'ont les enfants blessés de croire qu'en étant assez dignes, ils finiront par être reconnus. Gabriel ne dormit pas. Après le départ d'Élise, Diane tenta de reprendre la situation en main avec une efficacité presque militaire. Elle parla d'avocats, de contestation, de réputation, de clauses abusives. Elle rappela que Henri Delcourt avait été affaibli à la fin de sa vie. Influençable, sentimental envers les gens modestes qu'il avait flattés. Gabriel l'écoutait sans vraiment l'écouter. Le nom de Marc Moreau revenait dans son esprit comme une porte mal fermée qui bat au vent. Il se souvenait vaguement d'un dossier aperçu des années plus tôt, d'une conversation interrompue lorsqu'il était entré dans le bureau de son grand-père, d'Henri prononçant le mot dette avant que Diane ne change de sujet. « Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de lui ?» demanda-t-il soudain. Diane se figea. « Parce qu'il n'y avait rien à dire. » Alors pourquoi Maître Armand affirme que nous lui devons notre survie? Elle posa son verre avec lenteur. Parce que les morts aiment se donner de l'importance à travers ceux qui les servent encore. Gabriel la regarda longtemps. Il aurait voulu croire cette phrase. Elle avait la forme familière des vérités que sa mère lui donnait depuis l'enfance propre. Tranchantes, prêtes à l'emploi. Mais pour la première fois, elle ne tenait pas dans sa main. À 2 heures du matin, Gabriel se rendit au siège de Delcourt. À La Défense, le bâtiment était presque vide. Avec ses couloirs éclairés par des lignes blanches et ses bureaux fermés derrière des vitres qui reflétaient un homme plus pâle que d'habitude. Il descendit aux archives financières, un étage où il n'allait jamais, parce que les héritiers aiment les bilans récents et laissent les poussières du passé aux assistants. Le responsable de nuit, surpris, lui ouvrit l'accès sans question. Gabriel chercha d'abord l'année de la première grande restructuration de Delcourt, celle dont Diane parlait toujours comme d'un triomphe personnel. Il trouva des rapports, des contrats de refinancement, des lettres de banque, puis un classeur gris sans logo, rangé derrière des dossiers plus récents. Sur la tranche, une étiquette jaunie indiquait simplement « Moreau ». Amorisme Emanier, amorisme. Son cœur eut une réaction physique, presque honteuse. À l'intérieur, plusieurs pages manquaient, mais ce qui restait suffisait à créer une faille. Il y avait une garantie personnelle signée Marc Moreau, un engagement de confidentialité et une note manuscrite d'Henri Sand, lui. Diane aurait vendu le nom Delcourt pour sauver son fauteuil. Gabriel relut la phrase 3 fois. Plus loin, une copie partielle mentionnait une cession de droit conditionnel et transférable à l'héritière désignée en cas de trahison ou de dissimulation. La dernière page avait été arrachée si proprement qu'il sentit, en touchant le bord du papier, la violence calme de quelqu'un qui avait eu tout le temps de faire disparaître ce qui gênait. Au matin. Élise n'était pas à l'étude du notaire. Maître Armand informa Gabriel qu'elle avait demandé quelques heures avant toute lecture officielle. « Elle en a le droit », dit-il. Diane, accompagnée de son avocat, saisit immédiatement l'occasion pour parler d'instabilité émotionnelle, d'intentions douteuses, de manipulation post-divorce. Gabriel la coupa plus sèchement qu'il ne l'avait jamais fait en public. « Elle a le droit de respirer après ce qu'on lui a fait hier. » Diane tourna lentement la tête vers lui, et dans ses yeux passa une blessure orgueilleuse, presque sincère. « Ce qu'on lui a fait, tu oublies que c'est toi qui as demandé ce divorce. » La phrase atteignit sa cible. Gabriel ne répondit pas, parce qu'il ne pouvait pas la nier. Il avait signé les instructions, il avait laissé l'avocat préparer les clauses, il avait accepté qu'Aurore soit présente, même s'il prétendait maintenant que cela lui avait échappé. Maître Armand observa ce silence,
puis remit à Gabriel une copie certifiée d'un seul document autorisait l'extrait concernant la protection de l'héritière Moreau. Lisez ceci avant de choisir votre camp. Monsieur Delcourt. Diane protesta. Mais Gabriel prit la feuille. Il vit le nom d'Élise inscrit dans une ligne datant de 5 ans plus tôt, donc avant même leur mariage. Henri l'avait désignée non comme épouse de Gabriel, mais comme héritière de Marc Moreau. Ce détail le poussa jusqu'à Montmartre en fin d'après-midi. Il trouva l'immeuble d'Élise dans une rue étroite, loin des façades parfaites de Saint-Cloud. La porte d'entrée grinçait légèrement. L'escalier sentait le bois ciré et le café. Et sur le palier du 4e étage, Gabriel resta quelques secondes immobile, ridicule dans son manteau trop cher, avec à la main une feuille qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir. Élise ouvrit avant qu'il frappe une deuxième fois. Elle avait les traits tirés, les cheveux attachés sans soin, un pull gris qui la rendait plus réelle que toutes les robes choisies pour les dîners Delcourt. « Je ne veux pas parler aux avocats, dit-elle. Je ne viens pas avec eux. Elle baissa les yeux vers la feuille. Tu viens avec des preuves? Alors c'est nouveau. Il encaissa la phrase sans se défendre. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ton père avait sauvé Delcourt? Élise le laissa entrer. Non par tendresse, mais parce que le couloir n'était pas l'endroit pour ouvrir une douleur pareille. Son appartement était petit, rempli de livres, de plantes fatiguées et de cartons à moitié défaits. Rien n'y parlait de luxe, mais tout y parlait d'elle. Gabriel eut honte de découvrir qu'il connaissait mieux ses signatures que son refuge. Elle lui servit de l'eau. Pas du café? Ce refus minuscule lui fit comprendre qu'il n'était pas un invité attendu, seulement un homme à qui l'on accordait quelques minutes parce que la vérité avait besoin de témoins. Mon père n'a jamais voulu que je transforme sa bonté en arme, dit-elle enfin. Il disait que les dettes morales finissent toujours par trouver leur chemin. Moi, je n'y croyais pas. Puis j'ai rencontré ton grand-père. Henri m'a reconnu avant même que je porte ton nom. Gabriel resta debout près de la fenêtre. Et moi, tu ne m'as pas fait confiance. Élise le regarda sans dureté. Ce qui fut pire, je t'ai fait confiance pendant 3 ans. Je t'ai parlé de mon père. Je t'ai dit qu'il avait travaillé avec de grandes familles, qu'il avait été brisé par une affaire qu'il ne voulait plus nommer. Tu n'as jamais demandé laquelle. Le jour où ta mère t'a montré ses relevés en prétendant que j'avais approché ta famille pour de l'argent, tu ne m'as pas demandé non plus. Gabriel sentit la vieille scène revenir Diane entrant dans son bureau. Un dossier à la main, parlant d'anciennes rancœurs, de filles ambitieuses, de coïncidences trop pratiques. Il avait été blessé, humilié à l'idée d'avoir été choisi pour son nom, et au lieu de chercher Élise, il l'avait jugée en silence. Je croyais que tu m'avais menti. Murmura-t-il. Élise sourit, mais ses yeux étaient brillants. Non, Gabriel. Tu avais surtout besoin que je sois coupable pour ne pas avoir à choisir entre ta mère et moi. La phrase tomba sans éclat, et pourtant elle ouvrit quelque chose de plus profond que toutes les accusations. Il voulut s'approcher, puis s'arrêta. Dans cette pièce, il n'avait plus le droit d'imposer sa présence. Maître Armand dit que le testament peut te donner des droits sur Delcourt, dit-il. Élise détourna les yeux vers une boîte posée sur l'étagère, celle où elle gardait les lettres de son père. Je ne veux pas de ton empire. Ce n'est peut être pas le mien, répondit-il. Elle revint vers lui, surprise malgré elle. Il sortit alors la copie trouvée aux archives, celle avec la note d'Henri et les pages arrachées. Élise prit le document. À mesure qu'elle lisait, son visage perdit sa fatigue pour retrouver une gravité plus ancienne. Cette page, dit-elle en touchant le bord déchiré. Mon père avait la même coupure dans ses papiers. Il manquait toujours la fin. Gabriel sentit le froid lui monter dans le dos. 2 dossiers, 2 familles, la même absence, au même moment, dans la maison de Saint-Cloud.
Diane ouvrait un coffre que Gabriel n'avait jamais vu ouvert. Aurore, revenue malgré l'ordre de partir, attendait derrière elle avec une nervosité mal cachée. Vous m'aviez dit qu'Élise sortirait de cette famille sans rien. Lança-t-elle? Diane ne se retourna pas. Elle sortira sans rien si chacun tient son rôle. Et mon rôle, c'est d'être humilié pendant que Gabriel court chez elle. Diane sortit une chemise cartonnée et la posa sur le bureau. Son visage avait retrouvé son calme, mais ce calme n'était plus celui d'une femme sûre d'elle. C'était celui d'une femme prête à brûler une maison pour empêcher qu'on voie la fissure du mur. Votre rôle, Abisé, Aurore, est de rappeler au monde pourquoi une femme comme Élise Moreau n'a jamais été digne des Delcourt. Dans la chemise, il y avait des copies de relevés bancaires, des courriels sortis de leur contexte, et une attestation ancienne signée par un homme que Diane payait encore. Aurore comprit qu'on lui offrait une arme, mais pas qu'elle pouvait exploser dans sa main. Diane referma le dossier et ajouta demain, avant que le testament soit lu. Tout Paris saura qu'Élise a menti. À Montmartre, Élise tenait encore la page déchirée lorsque son téléphone vibra. Un message anonyme venait d'apparaître. Si tu vas chez le notaire, la mémoire de ton père tombera avec toi. Le mensonge. Le message resta ouvert sur l'écran du téléphone. Quoi? Propre? Sans faute. Plus violent encore parce qu'il ne criait pas. Élise le lut une première fois, puis une deuxième, comme si les mots pouvaient changer s'ils étaient regardés avec assez de calme. Si tu vas chez le notaire, la mémoire de ton père tombera avec toi. Gabriel vit la couleur quitter son visage avant même qu'elle lui tende l'appareil. Il prit le téléphone, lut à son tour, et quelque chose de dur passa dans sa mâchoire. « C'est ma mère », dit-il. Élise reprit le téléphone aussitôt. « Tu n'en sais rien ?» Il eut un rire bref. « Sans joie. Je commence à savoir plus de choses que je ne voudrais. » Elle posa l'appareil sur la table, loin de lui, comme si la menace appartenait d'abord à sa famille et qu'elle refusait encore de la laisser entrer dans son petit appartement. Dehors, la lumière de fin d'après-midi glissait sur les toits de Montmartre, douce et presque indécente. Dans cette pièce, il n'y avait ni lustre, ni marbré, ni portrait d'ancêtre. Il n'y avait qu'une femme debout devant une boîte de lettres anciennes, et un homme trop tardivement inquiet. « Ne va pas seul chez Maître Armand demain ?»« T'es Gabriel. » Élise releva les yeux vers lui. « Tu as perdu le droit de me dire où aller ?»« Gabriel. » Même pour me protéger. Il aurait pu répondre qu'il ne voulait pas la contrôler, qu'il voulait réparer, qu'il avait enfin compris. Mais les phrases qui viennent trop tard ont souvent le son d'une excuse préparée par la culpabilité. Ed Gabriel les sentit. Alors il se tut. Élise ouvrit la boîte de son père, non pour se confier à lui, mais parce que la menace avait déplacé en elle une limite. Elle sortit plusieurs enveloppes jaunies, classées avec le soin d'un homme qui n'avait jamais eu beaucoup de biens, mais respectait chaque trace. « Mon père n'était pas un héros, » dit-elle, d'une voix basse. Il faisait les comptes des autres, il vérifiait les lignes que personne ne voulait lire, et quand il a compris que les Delcourt allaient s'effondrer, il a aidé Henri parce qu'il croyait encore que l'honneur se reconnaissait entre hommes honnêtes. Gabriel regarda les lettres sans oser les toucher, et après, Élise pinça les lèvres « Je m'y t'aime ». Après, il a été accusé d'avoir profité de la faiblesse d'Henri pour obtenir une promesse de droit. On a laissé courir l'idée qu'il voulait faire chanter votre famille. Il n'a jamais été jugé, jamais condamné. Mais sa réputation a suffi à disparaître. Elle le fixa alors avec une douleur tranquille. Tu comprends maintenant pourquoi le mot « argent » dans ta bouche me faisait si mal. La question ne demandait pas de réponse. Gabriel en avait pourtant une. Terrible par sa simplicité, il n'avait pas compris parce qu'il n'avait pas voulu savoir. Pendant des mois, lorsqu'il avait soupçonné Élise d'être entrée dans sa vie avec un calcul,
Il avait cherché dans chaque geste une confirmation de son doute. Sa discrétion était devenue stratégie. Son refus des cadeaux, orgueil. Son silence, aveu. Il avait laissé Diane transformer la pudeur d'Élise en preuve contre elle. « Je vais trouver d'où vient ce message. » Dit-il enfin, « Je peux demander à mon équipe de sécurité. » Élise referma doucement la boîte. « Ton équipe de sécurité travaille pour Delcourt, et jusqu'à preuve du contraire, Delcourt est encore le nom qui menace mon père. » Il encaissa sans protester. À cet instant, son téléphone vibra à son tour. Un appel de Diane. Il ne répondit pas. Puis un deuxième, puis un message rentre immédiatement. « Tu ne mesures pas ce qu'elle essaie de faire. » Gabriel montra l'écran à Élise, presque malgré lui. Elle sourit tristement. « Elle parle encore de moi comme d'un danger. C'est plus confortable que de me voir comme une conséquence. » Le lendemain matin, avant même que l'étude de Maître Armand n'ouvre ses portes, un article parut sur un site financier influent. Le titre était élégant. Prudente. Destructeur Lex, épouse de Gabriel Delcourt au cœur d'une ancienne affaire d'héritage contestée. Aucun fait direct. Seulement des allusions. Des sources proches du dossier. Des questions prétendument légitimes. On y parlait de Marc Moreau comme d'un conseiller ambigu. D'un homme qui aurait tenté d'obtenir des avantages sur le dos d'un patriarche vieillissant, et d'Élise comme d'une femme revenue. Par mariage. Au centre d'une vieille manœuvre familiale. Aurore. Dans son appartement du 16e arrondissement, lutte l'article avec une satisfaction nerveuse. Diane lui avait promis que cela suffirait à isoler Élise. Pourtant, en voyant son propre nom cité comme proche actuel de Gabriel Delcourt, Aurore sentit un léger malaise. Elle voulait être reconnue, pas impliquée. Diane lui envoya seulement 3 mots. Reste visible, sourisse. Alors Aurore posta une photo d'elle dans une robe ivoire. Sans légende, mais avec une bague bien placée près d'une tasse de café. Les commentaires firent le reste. Dans le monde de Diane Delcourt, la vérité n'avait jamais besoin de courir vite, il suffisait que le soupçon arrive en premier. Élise découvrit l'article devant l'étude du notaire. Elle s'était arrêtée sous l'auvent. Un foulard sombre autour du cou, le téléphone à la main. Pendant que la ville continuait de vivre autour d'elle avec une indifférence presque rassurante, les passants ne savaient pas que le nom de son père venait d'être traîné une seconde fois dans la boue. Ils ne savaient pas qu'un mort pouvait être humilié plus profondément que certains vivants. Maître Armand la fit entrer par une porte latérale pour éviter les 2 journalistes déjà postés devant l'immeuble. Dans son bureau, il lui servit un thé qu'elle ne but pas. « Ils essaient de vous pousser à renoncer, » dit-il. Élise regardait l'article imprimé posé devant elle. « Ils ne m'attaquent pas moi. Ils attaquent mon père parce qu'il ne peut pas répondre. » Le notaire ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe plus petite que celle du testament. Monsieur Henry avait prévu cela aussi, pas dans le détail, mais dans l'esprit. Il lui tendit une lettre manuscrite. Élise reconnut l'écriture du vieil homme, ferme malgré l'âge. Les premières lignes disaient que Marc Moreau n'avait jamais demandé autre chose que justice. Plus loin, Henri écrivait Diane a préféré salir un homme honnête plutôt que d'avouer qu'elle avait mis l'Empire en péril. Mais la dernière page manquait. « Pourquoi est-elle incomplète » demanda Élise. Maître Armand joignit les mains. « Parce que la copie complète est dans le dossier principal. Télé jusqu'à la lecture officielle. Et parce que la dernière page désigne une personne encore vivante comme responsable d'une falsification. » Élise ferma les yeux. Elle n'avait pas besoin d'entendre le nom pour le deviner. Pourtant, deviner n'était pas prouvé. Elle avait vécu assez longtemps avec les dégâts des demi-vérités pour ne pas vouloir en produire une à son tour. Gabriel arriva quelques minutes plus tard, malgré l'absence d'invitation. Maître Armand ne sembla pas surpris. Élise. Il serait dit « Je t'avais demandé de ne pas venir. » Non, répondit Gabriel doucement.
Tu m'as rappelé que je n'avais pas le droit de décider pour toi. Je suis venu décider pour moi. Il posa sur le bureau une clé USB et plusieurs photocopies. J'ai demandé une extraction des accès aux archives. La page arrachée du dossier Moreau a été consultée il y a 6 semaines. Avec un badge rattaché au bureau de ma mère, Maître Armand prit les documents. Élise, malgré elle, sentit une fissure différente s'ouvrir, non plus celle de la peur, mais celle du soulagement dangereux qui naît lorsqu'un homme commence enfin à regarder dans la bonne direction. Ce soulagement ne dura pas. Gabriel voulut appeler Diane sur le champ, mais Maître Armand l'arrêta. Si vous l'accusez maintenant, elle détruira ce qu'il reste avant la lecture. Gabriel frappa presque la table de sa paume. Puisseretint. Alors on la laisse salir Élise, le silence qui suivit donna à sa phrase un poids inattendu. Élise le regarda. C'était la première fois depuis longtemps qu'il prononçait son nom non comme un problème à résoudre, mais comme une personne à défendre. Tu découvres l'urgence parce que tu as honte, dit-elle. Moé. Je vis avec depuis des années. Gabriel baissa les yeux. Je sais. Non, répondit-elle. Et sa voix trembla enfin. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est de dîner face à ta mère pendant qu'elle sous-entend que mon père était un voleur. Tu ne sais pas ce que c'est d'attendre que ton mari dise quelque chose. N'importe quoi. Et de le voir couper son poisson comme si le silence était une forme de neutralité. Il pâlit. Maître Armand détourna le regard avec pudeur. Gabriel ne chercha pas à se défendre. Cette fois, il laissa la phrase le blesser jusqu'au bout. Dans l'après-midi, l'affaire prit une dimension publique. Les appels commencèrent. D'abord ceux d'anciens collègues, puis d'inconnus, puis de numéros masqués. Certains messages se disaient solidaires. D'autres insinuaient qu'Élise avait bien joué son rôle pendant 3 ans. Une chaîne économique demanda une réaction. Un chroniqueur parla d'elle comme d'une femme discrète aux ambitions tardives. Élise éteignit son téléphone. Mais le mal était déjà entré. Elle sortit de chez Maître Armand seule, refusant la voiture de Gabriel, et se rendit au cimetière où son père reposait, au nord de Paris, dans une allée modeste que la pluie avait rendue sombre, devant la pierre. Elle resta longtemps sans prier. « Je suis désolée », murmura-t-elle enfin. « J'ai cru qu'en ne disant rien, je te protégeais. » Le vent bougea les fleurs fanées déposées là 1 semaine plus tôt. Elle sortit la lettre d'Henri, relut les mots sur Diane, puis la replia avec soin. Pour la première fois, sa tristesse ne cherchait plus à être digne. Elle était nue, à simple, presque enfantine. Elle pleura sans bruit. Non pour Gabriel, non pour le divorce, mais pour toutes les années où son père avait porté une honte qui ne lui appartenait pas. Gabriel l'avait suivi de loin. Il savait qu'il n'en avait pas le droit, et cette conscience l'empêcha d'approcher tout de suite. Il resta à l'entrée de l'allée, sous un arbre noir de pluie, et vit Élise debout devant la tombe de Marc Moreau. Cette image acheva de déplacer quelque chose en lui. Il ne voyait plus une ex-épouse prise dans une bataille de succession. Il voyait la fille d'un homme que sa famille avait peu être détruit. Une femme qu'il avait ramenée dans la même maison où l'on continuait de salir ce nom. Quand Élise se retourna et le vit, elle ne sembla même pas surprise. « Tu m'as suivi » demanda-t-elle. « Oui. » « C'est censé me rassurer. » « Non. » « C'est censé être la vérité. » Cette réponse, simple, désarmée, la fit taire. Il s'approcha, s'arrêta à une distance respectueuse de la tombe et dit d'une voix plus basse « Monsieur Moreau, je ne mérite pas de parler devant vous, mais je vais faire en sorte que ma famille cesse de mentir sur votre nom. » Élise détourna le visage. Elle aurait voulu que cette phrase ne lui fasse rien, mais dans la fatigue, une part d'elle se souvenait encore de l'homme qu'elle avait aimé. Celui qui aurait pu exister s'il avait été plus courageux plus tôt, pendant qu'ils quittaient le cimetière chacun de leur côté,
Aurore recevait Diane dans son appartement. La chemise cartonnée était ouverte sur la table basse. Entre 2 coupes de champagne intactes, l'article n'a pas suffi. Dites à Aurore. Gabriel est allé chez le notaire. Il est allé chez elle. Vous perdez votre fils. Diane la gifla du regard. Pas de la main, chez elle. L'humiliation restait toujours présentable. Je ne perds. Je corrige une erreur. Elle sortit alors un document plus ancien. Une attestation signée par un certain Paul Vernet, ancien collaborateur de Marc Moreau. Selon ce texte, Moreau aurait demandé une compensation secrète à Henri Delcourt en échange de son aide. Aurore fronça les sourcils. C'est vrai, Diane sourit froidement. Ce qui compte, c'est que cela puisse le paraître assez longtemps. Pour la première fois, Aurore comprit que la femme en face d'elle ne défendait pas seulement un nom. Elle défendait un mensonge avec la tranquillité d'une architecte devant son propre incendie. « Et moi, demanda-t-elle, vous parlerez au gala demain soir, répondit Diane. Vous direz que vous refusez de voir Gabriel détruit par une femme qui a utilisé son deuil, son grand-père et son nom. Vous serez ému, pas agressive. Les gens pardonnent la méchanceté quand elle porte du parfum et des larmes. Le soir, un masque. Gabriel retourna à la défense avec une colère assez froide pour devenir utile. Il demanda les dossiers de Paul Vernet, les anciens paiements de conseil, les archives de messagerie avant migration. Ses collaborateurs, d'abord Genis, comprirent vite que le PDG ne cherchait plus à protéger une façade. Vers minuit, une assistante juridique retrouva une facture étrange, versée pendant des années à une société dormante liée à Vernet. Puis un vieux courriel, mal indexé, mentionna la version Moreau à maintenir. Gabriel fixa l'écran. Le souffle court. Il appela Élise. Mais elle ne répondit pas. Il lui envoya seulement une photo du courriel et ces mots « Je crois que tu avais raison depuis le début ». Le message resta non lu. Au même moment, Élise rentrait chez elle. Tout trouvait sous sa porte une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, il y avait une copie de l'attestation Vernet, accompagnée d'une phrase imprimée « Demain. Tout le monde saura de quel père tu es la fille ». Elle ne trembla pas. Elle posa le papier sur la table, ouvrit la boîte de Marc Moreau et chercha jusqu'à trouver une vieille cassette audio que son père avait étiquetée d'une main hésitante. Si un jour les Delcourt recommencent, mais avant qu'elle puisse l'écouter, quelqu'un frappa violemment à sa porte. Le testament devant tout le monde. Élise resta immobile devant la porte, la cassette serrée dans sa main droite. L'attestation mensongère posée sur la table comme une tâche qu'elle refusait encore de toucher. Les coups reprirent, plus pressés, moins violents cette fois, et une voix étouffée traversa le bois. Élise. Ouvre. C'est moi, Gabriel. Pendant une seconde, elle eut envie de ne pas bouger. Non par peur, mais parce qu'une fatigue immense lui donnait soudain le désir absurde de laisser tous les hommes de la famille Delcourt derrière cette porte, même ceux qui arrivaient avec des regrets. Pourtant, le nom de son père inscrit sur la cassette pesait plus lourd que son orgueil. Elle ouvrit. Gabriel entra sans manteau fermé. Les cheveux humides, le visage marqué par une nuit entière passée entre colère et découverte. Diane va utiliser Vernet demain au gala, dit-il sans préambule. Elle a fait préparer une déclaration. Aurore doit parler devant les invités et les journalistes. Élise ne répondit pas. Elle leva seulement la cassette. Mon père avait prévu qu'il recommencerait. Gabriel regarda l'objet avec une gravité presque douloureuse. Ce n'était pas une preuve moderne. Nette, facile à envoyer par courriel. C'était une voix enfermée dans un vieux morceau de plastique. C'était un mort qui avait attendu que les vivants cessent de mentir. Ils appelèrent Maître Armand. Le notaire arriva moins d'1 heure plus tard.
accompagnée d'une jeune collaboratrice portant un lecteur audio ancien trouvé en urgence dans les archives de son étude. Aucun d'eux ne parla beaucoup pendant l'installation. Il y avait des vérités qu'on ne pressait pas comme des boutons. Élise posa la cassette sur la table, puis s'assit en face. Les mains croisées pour empêcher ses doigts de trembler, Gabriel resta debout près de la fenêtre, comprenant qu'il n'avait aucun droit de s'asseoir au centre de cette douleur. Quand la voix de Marc Moreau sortit enfin du haut-parleur, fragile, grave, fatiguée, Élise porta une main à sa bouche. Son père ne suppliait pas. Il racontait. Il disait qu'en 2009, Diane Delcourt avait accepté de transférer temporairement des droits de garantie à la famille Moreau pour sauver Delcourt d'une faillite masquée. Il disait que Henri Delcourt avait voulu régulariser cette dette, mais que Diane avait refusé d'être publiquement redevable à un simple comptable. Puis sa voix se brisa légèrement lorsqu'il prononça « Si ma fille entend ceci un jour, qu'elle sache que je n'ai jamais vendu mon honneur. Je l'ai perdu parce que j'ai cru que les gens bien n'avaient pas besoin de preuves contre les gens puissants. » Élise ferma les yeux. Gabriel, Louis, baissa la tête comme un homme qui reçoit enfin le poids exact de son héritage. Maître Armand ne fit aucun commentaire sentimental. C'était peu être sa forme de respect. Il demanda à faire authentifier l'enregistrement, vérifia les dates, compara la mention de Vernet avec les documents retrouvés par Gabriel et sortit enfin de sa serviette la dernière page de la lettre d'Henri. Celle qui manquait à Élise, je comptais la lire demain seulement, dit-il. Mais il faut que vous sachiez ce que vous acceptez de porter. Sur cette page, Henri accusait Diane d'avoir orchestré une double falsification d'abord contre Marc Moreau, ensuite contre Élise. Lorsque Gabriel avait commencé à s'attacher à elle, la lettre expliquait que Diane avait fabriqué, avec l'aide de Paul Vernet, des documents donnant l'impression qu'Élise cherchait à entrer dans la famille pour récupérer une dette. Gabriel se détourna, frappé par un souvenir précis sa mère. Un soir, posant un dossier sur son bureau, disant d'une voix faussement lasse qu'elle aurait aimé se tromper sur Élise. À l'époque, il avait cru recevoir une blessure. Il découvrait maintenant qu'il avait reçu une arme et qu'il l'avait utilisée contre sa propre femme. « Demain, dit Élise d'une voix blanche, ils veulent salir mon père devant tout le monde. » Maître Armand replia les documents. « Alors demain, nous ne les laisserons pas parler, les premiers trop longtemps. » Le gala Delcourt avait été préparé pour célébrer 80 ans de puissance familiale, la salle de réception, dans un hôtel particulier près du parc Monceau, brillait de lustres anciens, de coupes alignées, de robes sombres et de sourires prudents. Des journalistes économiques avaient été invités, officiellement pour couvrir la nouvelle stratégie philanthropique du groupe, officieusement parce que Diane savait manier la réputation comme une scène. Aurore entra au bras de Gabriel, ou plutôt tenta de le faire. Il ne lui offrit pas son bras. Il marcha à côté d'elle avec une distance si visible que plusieurs regards se croisèrent avant même le premier discours. Aurore garda son sourire. Elle avait répété ces phrases, elle parlerait de dignité, de loyauté, d'une famille blessée par une femme qui avait confondu amour et intérêt. Diane, magnifique dans une robe bleu nuit, accueillait les invités comme une reine qui ignore encore que son trône a été scié pendant la nuit. Quand elle aperçut Maître Armand près de l'entrée, son visage resta impassible. Mais lorsqu'Élise apparut derrière lui, vêtue d'une robe noire simple, sans bijoux ostentatoires, la salle sembla respirer autrement. Elle n'avait rien d'une femme venue réclamer une victoire. Elle avançait comme quelqu'un qui avait assez perdu pour ne plus craindre le bruit. Diane monta sur l'estrade avant qu'on puisse la prendre de vitesse. Son discours commença par l'histoire officielle des Delcourt, le courage d'Henri, la vision de Gabriel, la solidité d'une famille qui avait toujours su protéger son nom. Puis sa voix se fit plus douce, plus grave, et chacun comprit qu'elle abordait enfin le vrai spectacle de la soirée.
Ces derniers jours, notre famille a été confrontée à des tentatives douloureuses de déformation de notre histoire. Certaines personnes, autrefois accueillies avec générosité, ont choisi de confondre discrétion et faiblesse. Des murmures circulèrent. Aurore se plaça près du micro, prête à prendre la suite. Gabriel fit un pas vers l'estrade. Mais Élise posa légèrement une main sur son bras pour l'arrêter. Ce simple contact le figea. Elle ne le retenait pas par tendresse. Elle lui demandait de ne pas transformer encore une fois sa vérité en intervention d'homme puissant. Aurore prit la parole, les yeux humides juste comme il fallait. J'ai vu Gabriel souffrir d'avoir été trompé dans sa confiance. J'ai vu une famille menacée par une personne qui savait exactement quel passé utiliser pour revenir au centre de tout. Elle allait continuer. Mais Maître Armand s'avança. Lève-mi, mademoiselle Valmont, avant d'accuser Madame Élise Moreau-Delcourt de manipuler un passé. Il serait prudent de vérifier qui l'a falsifié. La salle se figea. Diane descendit de l'estrade avec une lenteur dangereuse. Maître Armand, ceci est une réception privée. Le notaire répondit assez fort pour que les journalistes entendent, organisé en présence de la presse. Au moment précis où vous tentez de discréditer une bénéficiaire désignée par testament, vous avez rendu cette lecture nécessaire. Gabriel monta alors sur l'estrade. Non pour parler à la place d'Élise, mais pour retirer le dossier des mains d'Aurore. Elle résista une seconde. Gabriel, tu ne peux pas faire ça devant tout le monde. Il la regarda enfin avec une froideur qui ne ressemblait plus à son ancienne indifférence, mais à une lucidité douloureuse. C'est devant tout le monde qu'on la salit. Aurore lâcha le dossier. Maître Armand ouvrit sa serviette et posa plusieurs documents sur le pupitre, la lettre complète d'Henri, les extraits d'archives, les accès badges liés au bureau de Diane, et l'attestation Vernet annotée par un expert. Puis il demanda l'autorisation d'Élise d'utiliser l'enregistrement de son père. Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise sentit une dernière hésitation lui serrer la gorge. Faire entendre son père à ses gens, c'était l'exposer encore. Mais le laisser muet, c'était accepter qu'on continue de parler à sa place. Elle hocha la tête. La voix de Marc Moreau remplit la salle avec une pudeur qui rendit la scène plus insupportable que n'importe quelle accusation spectaculaire. Les invités n'entendaient pas un complot, mais un homme malade qui avait compris trop tard que son honnêteté ne suffisait pas. Il nomma Diane. Il nomma Vernet. Il nomma Henri comme témoin de la dette morale que Delcourt avait tenté d'effacer. À mesure que la cassette avançait, le visage de Diane perdait ses nuances de contrôle. Elle ne s'effondra pas, elle était trop orgueilleuse pour cela. Mais quelque chose dans sa posture se cassa, une rigidité remplacée par une défense nue. Cet enregistrement n'a aucune valeur, dit-elle. Maître Armand ne haussa pas le ton. Il est corroboré par la lettre de Monsieur Henri, par les relevés de paiement à Monsieur Vernet, et par les documents que votre fils a trouvés dans les archives de Delcourt. Un murmure plus fort parcourut la salle. Le président du conseil d'administration, un homme aux cheveux blancs qui avait jusque-là gardé une prudence confortable, s'éleva. Madame Delcourt, est-il exact que des pièces concernant Marc Moreau ont été retirées des archives? Diane regarda Gabriel. Pour la première fois, elle ne lui donnait pas un ordre. Elle lui demandait silencieusement de redevenir son fils. Gabriel soutint son regard, puis répondit à la place du silence, « Oui. Et je remets ces éléments au conseil ?» Aurore comprit trop tard que le dossier qu'on lui avait confié n'était pas un bouclier, mais une corde. Une journaliste lui demanda si elle savait que l'attestation Vernet était contestée. Elle balbutia qu'elle n'avait fait que soutenir Gabriel, qu'elle ignorait les détails, que Diane lui avait assuré que tout était légal. Cette phrase, prononcée dans la panique, acheva de déplacer la honte vers la seule personne qui croyait encore pouvoir la distribuer. Diane se tourna vers elle avec une colère glacée. « Taisez-vous, mais Aurore, sentant le naufrage.
Vecula dumpas. Élise la regarda sans triomphe. Elle n'avait jamais haï Aurore comme Diane aurait voulu qu'elle la haïsse. Aurore avait blessé. Oui, elle avait souri au mauvais moment, porté la mauvaise robe, cru au mauvais homme. Mais le vrai mensonge avait des racines plus profondes que sa vanité. Maître Armand prit alors l'enveloppe scellée portant les initiales d'Henri et la montra à la salle. Nous pouvons maintenant lire la clause principale du testament complémentaire de Monsieur Henri Delcourt. Diane fit un mouvement brusque. 2 membres du conseil se placèrent instinctivement entre elle et le pupitre. Ce geste suffit à révéler que son autorité venait de quitter la pièce. La clause fut lue lentement. Henri Delcourt reconnaissait officiellement la dette de la famille envers Marc Moreau. Il déclarait nulle toute tentative de discréditer Marc ou son héritière par des documents fabriqués ou des pressions familiales. Il transférait à Élise Moreau-Delcourt un bloc de droit de vote spécial. Dormant jusque-là. Activé en cas d'humiliation, de divorce imposé ou de manœuvre visant à l'écarter de la maison Delcourt, la salle ne respirait presque plus. Gabriel, debout à quelques mètres d'Élise, entendit la phrase qui allait le hanter longtemps, si mon petit-fils Gabriel, par faiblesse, orgueil ou obéissance, laisse répéter contre Élise l'injustice commise contre Marc Moreau, qu'il perde temporairement le droit de parler au nom de la branche que je lui ai confiée. Personne n'osa regarder Gabriel ouvertement. Mais tout le monde le vit pâlir. Diane murmura que c'était impossible, que Henri n'aurait jamais déshérité son sang pour une étrangère. Maître Armand referma le testament. Il ne l'a pas fait pour une étrangère. Il l'a fait pour réparer ce que son sang avait détruit. Le président du conseil se tourna alors vers Élise et prononça la phrase qui fit basculer définitivement la soirée Madame Moreau-Delcourt. Jusqu'à décision juridique contraire. Vous êtes la seule personne habilitée à valider la restructuration d'urgence du groupe. Élise sentit tous les regards venir sur elle. Non plus comme des pierres, mais comme des chaînes possibles. Le pouvoir que la salle venait de lui reconnaître n'avait rien de léger. Il sentait le papier ancien, les humiliations accumulées, la voix tremblante de son père, les dîners silencieux, la signature du divorce encore fraîche. Diane, blême, tenta une dernière attaque. Tu vas donc faire tomber l'entreprise que ton père prétendait avoir sauvée. Voilà donc la vraie nature des Moreau. Cette fois, Élise répondit sans attendre Gabriel, sans attendre le notaire, sans attendre l'autorisation de personne. Non, madame, je ne détruirai pas Delcourt pour vous ressembler. Mais je ne protégerai plus votre mensonge pour prouver que je vaux mieux que vous. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut plein de tout ce que Diane venait de perdre. Gabriel ferma les yeux une seconde, comme si la phrase lui avait rendu Élise et l'avait éloignée de lui dans le même mouvement. Puis il descendit de l'estrade, s'arrêta devant elle et dit assez fort pour que les premiers rangs entendent Élise. Je remettrai demain ma démission temporaire au conseil, si c'est ce qu'il faut pour que la vérité soit réparée. Elle le regarda longtemps. La vérité ne se répare pas avec une phrase. Gabriel. La soirée se termina sans musique. Les invités quittèrent l'hôtel particulier par petits groupes, avec cette discrétion fébrile des témoins d'un effondrement social. Diane fut accompagnée dans un salon privé par son avocat. Mais ce n'était plus elle qui donnait les ordres. Aurore partit par une sortie latérale. Le visage caché, poursuivie par 2 journalistes qui n'avaient plus besoin d'elle comme future épouse mais comme complice possible. Maître Armand remit à Élise une copie certifiée de la clause activée et lui rappela que le lendemain serait pire, d'une autre façon, il ne s'agirait plus de prouver. Mais de choisir, Gabriel resta près de la porte. Seul, incapable de revenir vers elle comme un mari, incapable de s'éloigner comme un étranger. Lorsqu'Élise passa devant lui, il murmura « Je voulais te protéger ce soir ». Elle s'arrêta, sans le regarder tout de suite. « Tu m'as protégé quand tu as choisi la vérité contre ta mère.
Pas quand tu as voulu me protéger moi. Il reçut la nuance comme une sentence juste. Elle ajouta, plus bas demain, je déciderai ce que je fais de votre empire. Mais ce que je fais de mon cœur ne regarde pas le conseil. Puis elle sortit dans la nuit froide, la cassette de son père contre elle, tandis que derrière les fenêtres illuminées, le nom Delcourt commençait enfin à payer le prix de son silence. Le choix, Aumatin. Paris parlait déjà de la chute de Diane Delcourt avec cette gourmandise particulière que les villes réservent aux puissants lorsqu'ils trébuchent en public. Les journaux économiques, les chroniqueurs mondains et les réseaux sociaux répétaient les mêmes mots avec des nuances différentes, testament secret. Falsification. Héritière Moreau. Crise au conseil. Maîtresse piégée. Pourtant, dans le petit appartement de Montmartre, Élise ne ressentait aucune ivresse. La cassette de son père reposait sur la table. À côté de la copie certifiée du testament, et la lumière pâle du jour rendait ces objets presque ordinaires. C'était cela qui la bouleversait le plus. Des années de honte, de silence et de mépris tenaient maintenant dans quelques feuilles et une bande magnétique fragile. Elle avait imaginé que la vérité, une fois sortie, ouvrirait l'air autour d'elle. Au lieu de cela, elle lui donnait une responsabilité nouvelle. Faire tomber Diane était une chose. Décider ce qui devait rester debout en était une autre. Quand Maître Armand l'appela pour lui rappeler que le conseil l'attendait à 10 heures, il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il savait que ce genre de question était trop petit pour une matinée pareille. Il lui dit seulement « Votre père a sauvé Delcourt une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais vous avez le droit de choisir autrement que ceux qui vous ont blessé. » Élise arriva au siège de la Défense sans escorte visible, vêtue d'un tailleur sombre qu'elle n'avait pas porté depuis des mois. Dans le hall, les employés se retournèrent sur son passage avec une curiosité mêlée de gêne. Certains baissèrent les yeux. D'autres lui adressèrent un signe timide, comme si la vérité publiée pendant la nuit leur avait rappelé que derrière les noms de famille et les photos de gala, il y avait des personnes qu'on avait humiliées devant eux sans qu'ils disent rien. Gabriel l'attendait près des ascenseurs. Mais il ne s'approcha pas immédiatement. Cette retenue, simple et nouvelle, lui fit plus d'effet qu'un bouquet ou qu'une excuse. Il avait les traits tirés, la barbe mal rasée, le costume impeccable mais porté comme une armure devenue trop lourde. Le conseil est réuni, dit-il. Ma mère est présente avec son avocat. Aurore ne viendra pas. Elle a fait transmettre une déclaration où elle affirme avoir été manipulée. Élise le regarda calmement. Et toi? Il comprit la question sans qu'elle précise. J'ai préparé ma mise en retrait temporaire. Je la lirai devant le conseil. Je remettrai aussi les accès aux archives et les éléments contrevernés au procureur financier si Maître Armand confirme la procédure. Élise ne répondit pas tout de suite. Hier encore, il aurait parlé comme un homme qui dirigeait. Ce matin, il parlait comme un homme qui acceptait de répondre. Dans la salle du conseil, Diane Delcourt ne ressemblait pas à une femme vaincue. Elle était trop fière pour offrir cela à ceux qui l'observaient. Elle portait un tailleur ivoire. Ses cheveux étaient parfaitement tirés et son regard avait retrouvé cette froideur presque aristocratique qui avait longtemps fait taire les domestiques. Les avocats, les associés et même son fils. Mais quelque chose avait changé. Personne ne se levait plus à son entrée. Personne ne cherchait son approbation avant de parler. Le président du conseil ouvrit la séance en rappelant que la clause testamentaire activée donnait à Élise le pouvoir de valider ou de bloquer la restructuration d'urgence. Diane ricana doucement. Nous sommes donc réunis pour demander à une femme blessée de ne pas confondre vengeance personnelle et gestion d'entreprise. Gabriel se raidit, mais Élise leva légèrement la main pour l'arrêter. Elle avait appris, trop tard peut être, que certaines phrases devaient être reprises par celle qu'elle visait. Vous avez raison sur un point, madame, dit-elle.
Une femme blessée ne devrait pas diriger avec sa blessure. C'est exactement pour cela que je ne ferai pas ce que vous auriez fait à ma place. Diane voulut répondre. Mais Élise posa devant elle 3 documents. Voici mes conditions. La première condition était Public Delcourt devait reconnaître officiellement que Marc Moreau avait sauvé le groupe en 2009 et qu'il avait été injustement discrédité par des documents falsifiés. La deuxième était structurelle, Diane Delcourt devait quitter toutes ses fonctions au sein du fonds familial, du comité stratégique et de la fondation Delcourt. La troisième était juridique, toutes les pièces liées à Paul Vernet. Aux paiements occultes et aux documents utilisés contre Élise seraient transmises aux autorités compétentes. Il y eut un mouvement dans la salle, un mélange de soulagement et de panique. Diane devint blême, mais sa voix resta coupante. « Tu veux donc détruire mon nom ?» Élise se pencha légèrement vers elle. « Non, je veux que le vôtre cesse de détruire celui des autres. » Le président du conseil demanda si Élise envisageait de vendre ses droits ou de bloquer l'activité du groupe. Elle secoua la tête. Des milliers de salariés n'ont pas à payer pour les mensonges d'une famille. Je validerai la restructuration si ces conditions sont acceptées aujourd'hui. Gabrielle la regarda alors avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas encore. Ce n'était pas de l'admiration facile. C'était quelque chose de plus douloureux, la conscience exacte de ce qu'il avait perdu en ne la voyant pas plus tôt, quand vint son tour de parler. Gabriel s'y lève lentement. Il posa devant lui une feuille qu'il n'utilisa presque pas. Hier soir, j'ai compris que le nom Delcourt avait été protégé au prix du nom Moreau. Mais je dois ajouter ceci, ma mère n'a pas signé le divorce à ma place. Elle n'a pas invité Aurore à ma place. Elle n'a pas gardé le silence à ma place quand ma femme était humiliée dans ma maison. Diane ferma les yeux une seconde, plus touchée par cette trahison filiale que par toutes les preuves. Gabriel continua, la voix moins ferme mais plus vraie. Je demande au conseil d'accepter ma mise en retrait temporaire de la direction exécutive pendant l'audit interne. Je remettrai mes pouvoirs au comité de transition. Et je demande que la déclaration de réhabilitation de Marc Moreau soit faite aujourd'hui, pas dans 3 semaines, pas après une négociation d'image. Aujourd'hui, il se tourna vers Élise, sans chercher à la prendre comme témoin. Je ne fais pas cela pour récupérer quoi que ce soit. Je le fais parce que j'aurais dû le faire avant qu'elle cesse d'espérer que je le fasse. La phrase tomba dans un silence épais. Élise sentit sa gorge se serrer. Une partie d'elle aurait voulu rester insensible. Une autre, plus honnête, savait que le voir perdre volontairement un pouvoir qu'il avait toujours confondu avec sa colonne vertébrale n'était pas rien. Diane refusa de signer. Pendant 1 heure, elle invoqua l'honneur, la santé d'Henri, la réputation internationale du groupe, la fragilité des marchés, l'ingratitude d'Élise, la naïveté de Gabriel. Puis le président du conseil fit voter la suspension de ses fonctions sur la base des éléments déjà produits. La majorité fut écrasante. Ce ne fut pas spectaculaire. Personne ne cria. Aucun verre ne se brisa. Diane resta assise pendant que son avocat lui murmurait des options de recours. Et ce calme rendit sa chute plus froide encore. Elle avait passé sa vie à organiser des scènes où les autres perdaient contenance. Elle découvrait que l'humiliation la plus complète pouvait se faire dans un langage administratif. En quittant la salle, elle s'arrêta devant Élise. « Tu crois avoir gagné parce qu'il te donne une chaise à cette table ?» Élise la regarda sans colère. « Non, madame, j'ai gagné le jour où j'ai signé sans vous supplier. Aujourd'hui, je rends seulement à mon père ce qu'on lui a pris. » Diane ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, aucun mot ne lui servit de refuge, l'après-midi même. Delcourt publia un communiqué officiel reconnaissant le rôle décisif de Marc Moreau dans le sauvetage du groupe et annonçant la création d'un fonds indépendant à son nom, destiné à soutenir les lanceurs d'alerte financiers et les petites entreprises victimes d'abus de pouvoir.
Élise exigea que le fonds ne soit pas présenté comme un geste philanthropique de Delcourt, mais comme une réparation. Elle refusa d'en être l'image publique. Mon père n'a pas besoin d'une statue, dit-elle à maître Armand. Il a besoin que ce qui lui est arrivé serve à quelqu'un. Aurore, de son côté, disparut de la scène avec une rapidité qui disait assez la fragilité de son ambition. Son avocat transmit une déclaration de coopération, puis plusieurs captures de messages où Diane lui dictait des éléments de langage. Élise ne s'en réjouit pas. Elle savait qu'Aurore avait choisi de blesser. Mais elle savait aussi ce que Diane faisait des femmes qui désiraient être choisies. Gabriel proposa de publier une mise au point personnelle pour disculper Élise davantage. Elle refusa d'abord, puis accepta à une condition: il ne devait pas parler d'amour. Seulement de responsabilité. Le soir, lorsqu'il apparut brièvement devant les journalistes, il dit « J'ai douté d'une femme honnête parce que cela m'arrangeait de croire ma famille irréprochable. Ce doute m'appartient, les conséquences aussi. 2 semaines passèrent. Elles ne réparèrent rien, mais elles déplacèrent les ruines. Diane quitta la maison de Saint-Cloud pour une propriété familiale en Normandie, officiellement pour se reposer. Réellement parce que les pièces de la grande demeure ne lui obéissaient plus. Gabriel refusa d'y rester. Il prit un appartement simple près du Luxembourg. Trop grand pour être modeste, trop vide pour être confortable. Il vendit plusieurs œuvres achetées par sa mère et fit transférer l'argent au fonds Moreau, anonymement, d'abord, jusqu'à ce qu'Élise lui rappelle que l'anonymat était parfois une autre forme de lâcheté lorsqu'on devait assumer une réparation. Alors il signa. Il assista aussi aux premières réunions du comité sans siéger au centre, écoutant plus qu'il ne parlait. Apprenant l'humilité comme on apprend une langue étrangère, à l'âge adulte avec lenteur, maladresse et honte. Quant à Élise, elle ne revint pas dans la maison Delcourt. Elle y entra une seule fois, accompagnée de maître Armand, pour récupérer les dernières lettres de son père qu'Henri avait conservées. Dans le salon où elle avait signé le divorce, le portrait d'Henri semblait moins sévère. Peut être parce que le mensonge avait enfin quitté la pièce. Gabriel demanda à la voir un dimanche matin. Dans un café près du jardin du Luxembourg, il ne choisit pas un restaurant privé, ni une salle discrète réservée par son assistante. Il arriva seul, en avance, et attendit dehors jusqu'à ce qu'elle accepte d'entrer. Ce détail la toucha malgré elle. Sur la table, il n'y avait ni fleurs ni écrins. Seulement 2 cafés et une enveloppe. Ce n'est pas un cadeau, dit-il aussitôt. C'est la copie de la demande officielle pour que le divorce soit suspendu le temps que tu décides ce que tu veux faire. Pas annulé, pas effacé, suspendu. Je l'ai signé. Mais elle ne partira que si tu la signes aussi. Élise regarda l'enveloppe sans la prendre. Tu crois qu'un délai change ce qui s'est passé? Non. Iu inspira lentiment. Je crois seulement que je n'ai plus le droit de transformer ma faute en urgence pour toi. Si tu veux divorcer, je signerai encore. Si tu veux attendre, j'attendrai. Si tu veux que je disparaisse, je le ferai. Mais je ne laisserai plus ma mère, mon nom ou ma peur décider à ta place. Elle observa son visage. Il avait l'air plus fatigué qu'au temps où il dirigeait tout, mais aussi plus vivant. Élise ne signa pas ce jour-là. Elle ne lui pardonna pas non plus. Ils marchèrent seulement dans le jardin, à distance raisonnable, comme 2 anciens époux qui ne savaient pas encore s'ils avaient le droit de devenir autre chose que les survivants d'un mauvais mariage. Gabriel lui parla de son grand-père, non comme d'un patriarche, mais comme d'un vieil homme qui lui avait appris à réparer une montre cassée. Élise lui parla de Marc, des sonneries discrètes, de sa façon de compter mentalement le prix d'un dîner tout en prétendant regarder le menu. Ils ne cherchèrent pas à rendre leur mort compatible. Ils les laissèrent simplement exister dans la même conversation. À un moment, Gabriel dit « Je t'ai aimé très mal »
Élise continua de marcher. Oui. Je voudrais apprendre à t'aimer sans te demander de payer pour mes peurs. Elle s'arrêta près d'une allée bordée d'arbres. Alors commence par apprendre à vivre sans être certain que je reviendrai. Il hocha la tête. La douleur passa dans ses yeux. Mais il ne protesta pas. C'était peu être la première preuve qui ne faisait pas de bruit. Quelques mois plus tard, le fonds Marc Moreau ouvrit ses bureaux dans un petit immeuble clair. Loin du siège Delcourt, sur le mur de l'entrée, Élise fit accrocher une photo de son père, pas celle d'un homme solennel, mais une image prise un été, où il souriait en tenant une tasse de café trop pleine. Sous la photo, une phrase simple fut gravée « La vérité n'a pas besoin d'être bruyante pour tenir debout ». Gabriel assista à l'inauguration au fond de la salle. Il ne prit pas la parole. Il applaudit avec les autres, puis resta après le départ des invités pour aider à ranger les chaises. Élise le regarda faire sans commentaire. L'ancien Gabriel aurait trouvé ce geste symbolique. Celui qui se tenait devant elle semblait seulement comprendre qu'il y avait des choses qu'on faisait parce qu'elles devaient être faites. En sortant, il lui demanda s'il pouvait la revoir le dimanche suivant. Elle prit le temps de répondre. Pour un café, pas pour une promesse. Il sourit faiblement. Un café. Alors, elle ne lui tendit pas la main. Mais elle ne détourna pas le regard. La dernière fois qu'Élise quitta la maison de Saint-Cloud, ce fut à la fin de l'été. Le transfert des archives était terminé. Diane avait perdu son recours principal, et le divorce restait suspendu. Non par indécision, mais parce qu'Élise avait cessé de courir pour rassurer les autres. Elle entra seule dans le grand salon. La table basse avait été remplacée. Les lits blancs avaient disparu. Le portrait d'Henri, Louis, était toujours là. Elle posa devant lui une copie reliée du rapport réhabilitant Marc Moreau, puis toucha la bague de son père à son doigt. Gabriel l'attendait dehors, près de la grille, sans demander à entrer. Élise descendit les marches avec lenteur. Elle ne portait ni valise, ni dossier de divorce, ni blessure visible offerte au monde. Seulement cette bague ancienne et une liberté encore neuve, parfois lourde, mais à elle. Quand elle arriva à sa hauteur, Gabriel demanda doucement « Tu sais où tu vas maintenant ?» Élise regarda la rue. Le ciel clair, puis l'homme qui n'était plus tout à fait son mari et pas encore quelqu'un d'autre. « Oui, dit-elle, je vais là où personne ne m'oblige à me taire. » Et pour la première fois depuis longtemps, lorsqu'ils marchèrent côte à côte, le silence entre eux ne ressemblait plus à une punition. Il ressemblait à un espace où la vérité pouvait enfin respirer.